Construire son paradis, avoir une vie de rêve, c'est ce que tout le monde souhaite avoir. Et certains veulent le bonheur de son entourage, de la planète entière même. Quand j'étais adolescent, mes parents, éleveurs de moutons, m'ont naturellement encouragé de faire des études. Quelque chose que j'ai vite compris quand à 17 ans, en donnant mes premiers cours de mathématiques, je me suis aperçu qu'en seulement 2 heures, je pouvais gagner autant que mon père qui était debout depuis les 6 heures du matin. Après le lycée, j'ai poursuivi des études en réalisant un apprentissage pour devenir ingénieur industriel. Donc beaucoup rêvent que les politiciens permettent à la France de se développer économiquement. Pour ma part, grâce à l'apprentissage, j'ai eu la chance de voir mon pouvoir d'achat augmenter très rapidement. Au départ, je gagnais seulement 300 € avec les bourses étudiantes, puis ensuite 700, 900, 1200, puis 2000 €, le tout en espace de moins de 5 ans. D'un point de vue technologique, je suis d'une génération qui a vu le monde sans téléphone, sans internet, un monde où avoir un ordinateur personnel, avoir internet tous les jours est quelque chose de très classique. Et pourtant, à un certain niveau de confort matériel et financier, je m'apercevais que j'étais pas forcément plus heureux. Car certes, j'avais de l'argent pour m'acheter des bonnes paires de baskets, j'avais de l'argent pour m'acheter du matériel de musique, j'avais de l'argent pour acheter des livres, mais je n'avais plus le temps ni de courir, ni de lire, ni de jouer de la musique. Donc je me suis demandé à quoi ça servait d'être ingénieur si au final, j'étais pas plus heureux. Et surtout, si j'étais pas plus heureux, c'est que d'un point de vue planétaire, je m'apercevais que malgré toutes les technologies, et malgré le développement économique du monde, il y avait toujours, voire même plus, de guerres dans le monde. Certes, il y avait des nouvelles maladies créées, guéries, mais de nouvelles maladies créées, de plus en plus d'inégalités sociales, de plus en plus de violence, que ce soit dans les cours d'école ou dans les familles. Donc, je me suis demandé comment est-ce que je pourrais être un ingénieur vraiment utile. Donc, étant donné que je savais que le problème ne venait pas vraiment de la technologie ou de l'économie, j'aurais pu faire des études de philosophie, de psychologie ou faire des études de Sciences Po, mais j'ai préféré aller à ce qu'on appelle l'université de la vie. Donc j'ai décidé de voyager pour comprendre comment est-ce que l'on vivait sur les 4 coins du monde et en déterminer les facteurs du bonheur. Donc pour essayer de garder une méthode assez scientifique et d'avoir une analyse assez objective, j'ai fait le choix de rencontrer un maximum de personnes. Donc j'ai voyagé dans un premier temps en autostop pour rencontrer à la fois des personnes qui ont des calèches au Sénégal et qui vont aller chercher du bois, ou des personnes qui sont chefs d'entreprise et qui se déplacent en Porsche pour acheter du vin en Bourgogne. J'ai également dormi chez plein de personnes différentes, donc en compagnie des SDF en Inde ou en compagnie des expatriés, et même chez quelqu'un qui était candidat aux élections présidentielles. Mais pour mieux encore m'intégrer dans chaque pays, j'ai essayé de travailler et de gagner ma vie un petit peu partout, pour ne pas profiter de la richesse qu'on pouvait avoir en Europe. Donc j'ai été notamment instituteur au Sénégal, vendeur de tickets de bus au Venezuela, ou maraîcher dans de nombreux pays, menuisier. J'ai tourné dans les films à Bollywood en Inde, plein d'expériences différentes. Et j'ai également gagné un peu d'argent en jouant de la musique sur les 4 coins du monde, pour savoir si la qualité de vie, d'un point de vue financier, était meilleure en Bolivie, en Australie, au Sénégal, au Maroc, en Espagne. Voilà. Donc je ne vais pas vous parler de toutes les expériences politiques, économiques, modes de vie rencontrés autour du monde. J'ai envie de vous parler de 3 points qui m'ont beaucoup marqué au cours de ces 4 ans de voyage. Donc le premier point, c'est la rencontre avec la Papouasie. Donc on peut me demander, voilà, est-ce que le paradis existe sur Terre? Donc parmi les différents pays visités, quand je suis arrivé en Papouasie, les gens m'ont dit, ici on habite au paradis. Car regardez, l'oiseau emblème de notre pays s'appelle l'oiseau du paradis. Donc ce n'est pas été simple d'arriver en Papouasie, car c'est considéré comme un des pays les plus pauvres du monde. Donc si on regarde un peu les classements, au niveau du PIB, ils sont 155e sur 184 pays. Et au niveau du développement humain, l'IDH, ils sont 56e sur 187.
Donc étant donné en plus que tout le monde était noir, ben, j'étais une cible avec ma peau blanche. Mais en négociant un peu avec les administrations, j'ai quand même obtenu mon visa. Et en arrivant sur place, donc j'ai été surpris que tout le monde parlait bien anglais, ce qui était vrai car depuis 1975 ils sont une colonie australienne. Et en discutant avec toutes les personnes, j'ai eu l'occasion de faire plein de petites conférences improvisées. Et lors d'une de ces conférences, un enfant d'environ une dizaine d'années me demande comment est ma maison, car dans son pays, pour avoir la plus belle copine, il faut avoir la plus belle maison. Donc je lui ai expliqué qu'en France, je n'avais pas encore de maison, car même si j'avais une bonne situation, il faut avoir acheté un terrain. Et qu'en France, même voilà, tous les terrains sont déjà achetés, et même la lune est déjà achetée. Et dans son pays, il m'a expliqué que la notion d'acheter n'existait pas vraiment, car si je voulais m'installer, il suffisait de récupérer une parcelle inoccupée. Ensuite, je lui ai expliqué qu'il fallait, en plus de l'achat de la parcelle de terrain, avoir le permis de construire. Et de nouveau, il fallait avoir de l'argent. Troisième point, je lui ai expliqué qu'il faut surtout de l'argent pour les matériaux de construction. Et là, l'enfant fut surpris qu'à ma naissance, mes parents n'avaient pas planté d'arbres pour que j'ai des arbres à couper lors de mes 18 ans. Donc je lui ai expliqué que lors de ma naissance, on m'avait offert une gourmette en or, mais même si je vendais ma gourmette en or, je serais incapable de financer tous les matériaux de la construction. Donc c'est un pays où tous les jeunes de 18 ans ont leur maison. Et de 10 ans à 18 ans, certes ils ne vont pas à l'école, mais ils passent beaucoup de temps avec leurs voisins, avec leurs amis, leurs grands frères, à aider pour construire les maisons. Et c'est pour ça qu'à l'âge de 18 ans, ils ont toutes les clés en main, plus le matériel, plus le terrain, pour avoir une belle maison. Et un autre point qui m'a marqué, c'est que tout le monde m'invitait à la maison, donc au départ à manger. Au départ j'étais un peu gêné de profiter de tous les repas, mais ils m'ont dit ne sois pas gêné, car la nature nous donne tout gratuitement. Elle nous donne du poisson à volonté, plein de fruits, et si on travaille un peu dans le jardin, on a également des patates douces ou d'autres légumes à volonté. Donc pour nous, c'est gratuit. Donc pourquoi ce ne serait pas gratuit pour toi? Donc ça ressemblait un peu au jardin d'Éden décrit dans la Bible, un endroit où tout le monde a de quoi se loger, manger. Et étant donné qu'en Papouasie ils n'ont pas accès à la télévision ou à Internet, ils sont très peu victimes du marketing. C'est pour ça qu'ils pensent vraiment vivre au paradis. Quelques années plus tard, je suis arrivé en Afrique. Donc dans beaucoup de pays, j'ai réussi à gagner ma vie avec la musique. Mais arrivant au Sénégal, j'ai vite compris que le paradis, pour eux, c'était plutôt l'Europe. Et que je ne pourrais pas gagner ma vie en jouant de la musique dans la rue, ni dans les restaurants les plus chics. Donc en observant un peu comment fonctionnait le pays, je me suis aperçu que dans les écoles, il y avait souvent un prof pour parfois 100 élèves. Donc j'ai demandé à un directeur d'école s'il était possible d'enseigner et en échange d'être nourri logé. Ce qui m'a permis pendant 3 mois d'exercer le métier d'instituteur en classe de CM2 afin de les préparer au certificat d'études. Et à ma grande surprise, j'étais surpris que les enfants ne soient pas si motivés que ça. Pourtant j'étais dans une petite classe de juste 20 élèves. Donc j'ai rapidement compris pourquoi ils n'étaient pas très motivés. Donc le premier point, c'est qu'on leur enseigne tout en français. Et le français, ce n'est pas leur langue maternelle. Et moi, si on m'avait expliqué les mathématiques en anglais, il est sûr et certain que je ne serais jamais devenu ingénieur. Même si maintenant je parle assez bien anglais. Ensuite, le deuxième point, c'est que tous leurs modèles, donc leurs parents, leurs grands-parents, ou les personnes qui ont le mieux réussi dans le pays, comme Youssou N'Dour, ont réussi pas par l'éducation à la française, mais plus parce qu'ils respectaient le code moral de la religion musulmane. Donc le fait d'avoir des enfants assez peu motivés, dans des classes surchargées, et en plus ils ne comprennent pas tout, mais pour faire plaisir à l'ONU ou à l'UNICEF, on va essayer de faciliter l'accès aux études, donc les diplômes sont donnés assez facilement. On se retrouve avec une classe de jeunes sénégalais, diplômés, mais qui n'ont peu de connaissances et qui se retrouvent donc sans emploi. Et qui, la seule chose qu'ils rêvent,
c'est d'aller en France, car ils ont vite compris qu'avec un travail au Sénégal, ils allaient gagner 200-300 euros par mois, alors qu'en France, pour le même travail, ils pouvaient gagner 1000 à 1500 euros. Et vraiment, ce qui pénalise beaucoup le pays, c'est que, étant donné que le niveau de mathématiques est très faible, car tout est enseigné en français, les Sénégalais, même s'ils sont très bons cuisiniers, très bons mécaniciens, ne comprennent pas les règles du jeu de l'économie. Et rapidement, leurs petits business au Sénégal font faillite. Alors que les Chinois, les Français, quand ils arrivent dans le pays, ils font souvent fortune. Et en parallèle de ça, c'est que non seulement ils ne maîtrisent pas vraiment les règles du jeu de l'économie du monde occidental, en plus de ça, ils ont perdu toutes les règles du jeu de la nature. Et j'aimerais leur dire qu'avec un épi de blé, il est possible de produire du pain pour tout le village. Donc sans s'appeler Jésus, mais juste grâce au miracle des graines de blé. Qu'avec l'argile présent en grande quantité, il serait possible de construire des écoles, des maisons pour tout le monde. Et de nouveau, il n'a pas besoin d'être un prophète pour créer tout cela. Un troisième point qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait de rencontrer autant d'inconnus en l'espace de quelques années. Donc souvent, quand on reste dans sa famille ou avec ses amis, on va toujours discuter des mêmes sujets. Mais quand on voyage, notamment en stop, on peut rencontrer sur quelqu'un qui va écouter France Culture et la personne juste après va écouter une émission pour adolescents sur énergie. De même, on peut rencontrer quelqu'un qui est facho et juste après tomber sur un routier polonais ou quelqu'un de la CGT. Et toutes ces rencontres permettent d'avoir une vision du monde différente. Et une personne qui m'a beaucoup enseigné, à ma grande surprise, est une personne qui ne parlait même pas ni français ni anglais, elle parlait seulement bosniaque. Donc elle m'a pris en autostop et pendant 1 heure elle a voulu me faire des blagues, mais je n'ai pas compris ces blagues. Et après 1 heure, elle s'est arrêtée sur un petit chemin de terre, elle a ouvert la boîte à gants, pris son arme et ensuite elle m'a pointé son arme sur la tête en me disant « Monnaie, monnaie, francuski touriste ». Pendant 3 minutes, j'ai revu toute ma vie défiler. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie si je savais que j'allais mourir à 25 ans. Donc cette expérience-là m'a appris à ne plus avoir peur de la vie, à vraiment me lancer et faire comme si je devais mourir aujourd'hui. Donc quand on voyage, si on explique que le voyage forme la jeunesse, c'est on sort quotidiennement de sa zone de confort. Et plus on sort de sa zone de confort, plus on l'agrandit. Moins on a peur de l'incertitude, car l'incertitude est souvent quelque chose qu'on a déjà vécu lors de nombreuses expériences. Donc, parmi les nombreux moments d'inconfort, voilà, j'ai eu l'expérience avec le bosniaque, mais on m'a également volé tout mon sac à dos, on m'a également volé l'ensemble de mes économies, donc là j'étais vraiment obligé de vivre avec ce que je pouvais gagner avec mon accordéon. On m'a volé, j'ai eu une paralysie de la main, donc pendant 1 mois au milieu de l'Afrique, je ne pouvais rien faire de ma main gauche, et je pensais ne plus pouvoir l'utiliser. Mais plein de choses qui permettent de se renforcer et d'affronter ensuite la vie beaucoup plus facilement. Donc l'objectif de ma conférence, ce n'est pas de vous dire qu'il faut faire un tour du monde ou qu'il faut voyager en autostop, mais de vous dire que la vie, c'est comme un voyage. Et le voyage, ou dans la vie, ce qui apporte les plus grands souvenirs, c'est quand on décide de sortir des sentiers battus et de suivre sa mission personnelle. Donc, j'aimerais vous donner quelques conseils. Lancez-vous dans votre aventure, lancez-vous dans votre mission personnelle, soyez libre de créer votre paradis, soyez libre de créer votre entreprise, qu'elle soit lucrative, sociale, écologique. Car quand j'étais jeune et que j'expliquais que je voulais devenir ingénieur, personne n'y croyait, car dans un monde agricole, on a forcément les moyens. Et finalement, j'y suis devenu. Ensuite, quand j'expliquais que je voulais faire un tour du monde en stop, personne n'y croyait. Et finalement, petit à petit,
j'ai réussi à faire le tour du monde. Quand j'expliquais que j'allais gagner de l'argent en jouant de l'accordéon dans la rue, personne n'y croyait. Et pourtant, avec les milliers de personnes qui m'ont donné quelques pièces, j'ai réussi à voyager. J'ai même réussi à financer un billet d'avion entre le Brésil et le Sénégal, seulement en jouant de l'accordéon dans la rue ou dans les restaurants. Et après ce tour du monde, mon nouveau rêve, c'était de créer une sorte de paradis comme en Papouasie et d'apporter le côté pédagogique pour montrer que l'école française, certes elle a plein de bonnes qualités, mais elle a des défauts et je voulais apporter le côté pédagogique qu'on pouvait avoir en Papouasie. Donc au cours des nombreuses rencontres que j'ai faites en faisant plusieurs conférences en France, j'ai eu la chance de rencontrer 2 personnes qui étaient nées dans la campagne et qui depuis 20 ans avaient les connaissances de la nature, à la fois pour produire ou pour se soigner. Et en regardant les informations, ils voyaient bien que le développement de la France n'allait pas dans le bon sens. Mais quand on est né dans la campagne, on ne sait pas vraiment comment faire pour changer les règles du jeu, de l'économie, de la politique, ou voilà, vraiment, même si on a plein de connaissances, voilà, comment changer le monde. Donc en rejoignant Aurore et Bruno, j'ai profité de leurs connaissances en jardinage, en ce qu'on appelle maintenant la permaculture, la biodynamie, ou en connaissance au niveau des alicaments, des plantes sauvages, pour avoir une vie plus saine, à la fois pour moi, pour ma santé, mais également à la fois d'un point de vue écologique. Et je les aide à les mettre en valeur. Donc je les ai aidés à créer le projet Aloni, qui est un éco-centre où chaque personne peut se former. Donc pour conclure, j'aimerais terminer sur une petite citation que j'ai vue dans un petit film, un court-métrage au Sénégal. Donc les oiseaux sont tellement intelligents qu'ils savent prendre le meilleur du nord et le meilleur du sud. Donc l'être humain, certes, il a besoin d'ingénieurs, d'informaticiens, de scientifiques, mais il ne doit pas négliger les connaissances de nos paysans, de nos artisans et de la sagesse de nos grands-parents. Merci.